Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24 à la une de l'actualité. Un dialogue inclusif au Mali qui s'achève sur plusieurs résolutions prises en compte selon les différentes préoccupations des Maliens. La cérémonie de clôture a été présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Disparition du vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah à l'âge de 79 ans. Une disparition qui survient à 4 jours seulement après l'investiture du nouveau président, de quoi laisser la sphère politique algérienne en suspens. Et enfin, au Togo, le taux de chômage formel a connu une baisse significative, affichant 3,9% en 2018. Néanmoins, les autorités locales restent vigilantes sur la situation de la jeunesse togolaise dans une économie essentiellement informelle. Mais tout d'abord, dans l'actualité, l'opposition guinéenne qui a durci le ton ce lundi 23 décembre en annonçant son boycott des élections législatives prévues pour le 16 février. L'opposition menace également d'empêcher la tenue même de ces élections si certaines conditions ne sont pas réunies, dont un recensement correct et intégral du corps électoral et le remplacement du président de la commission électorale. Pour participer à ces élections, l'opposition exige que le président de la République Alpha Condé renonce au changement de la Constitution. C'est la fin du dialogue national inclusif au Mali qui a débuté le 14 décembre, une fin marquée par de nombreuses résolutions qui prennent en compte les différentes préoccupations des Maliens. Une cérémonie de clôture a été organisée ce dimanche 22 décembre avec la présence remarquée de l'ancien président retourné de son exil, Amadou Toumani Touré, auprès du chef de l'État actuel, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage de Mokhtar Bari. Mise en place le 25 juin pour consulter les Maliens sur les problèmes qui sont les leurs, le dialogue national inclusif entamait sa dernière phase du 14 au 22 décembre. Après une semaine de réflexion, 4 résolutions fortes ressortent des conclusions. L'organisation d'élections législatives avant mai 2020, l'organisation de référendums constitutionnels, le redéploiement des forces de sécurité sur tout le pays et la révision de certaines dispositions de l'accord de paix. Le peuple malien s'est imprégné de l'esprit du dialogue. Les résolutions et recommandations auxquelles nous avons abouti constitueront, nous en sommes sûrs, un référentiel pour nos gouvernants, tous nos gouvernants, ceux d'aujourd'hui comme ceux de demain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta salue le travail abattu par les triumvirats, constitués par Baba Akib Aïdara, médiateur de la République, Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, et Aminata Draman Traoré, ancienne ministre. Il est vrai, les choses ne se sont pas passées comme nous l'eussions souhaité. J'espère cependant qu'avec les conclusions issues du dialogue, les frustrations et les malentendus se dissiperont et que nous nous retrouverons tous bientôt pour mieux consolider la marche de notre bien commun, le Mali. Cependant, une écrasante majorité de l'opposition a boycotté la rencontre. Les conditions ne sont pas réunies pour la réussite du dialogue national selon Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition parlementaire. La grande surprise de la fin du dialogue, c'est la présence de l'ancien président Amadou Toumani Touré, salué par une standing ovation. Dans le reste de l'actualité, les autorités ivoiriennes ont émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics. Dans ce contexte, l'homme politique qui devait regagner Abidjan ce lundi 23 décembre a dû interrompre son voyage. Son avion privé ayant décollé depuis Paris, un changement de destination a dû être fait. C'est donc à Accra, au Ghana, que l'avion de Guillaume Soro a atterri à 14h30 GMT. Une décision prise de dérouter l'appareil, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour son arrivée et avec la crainte de se faire arrêter.
Le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah est décédé ce lundi 23 décembre à Alger. Âgé de 79 ans, sa disparition intervient 4 jours seulement après l'investiture du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national en Algérie. Pour rappel, Ahmed Gaïd Salah avait poussé l'ex-président Abdelaziz Bouteflika à la démission le 26 mars 2019 sous la pression du mouvement de contestation du Irak. Durant cette période, Ahmed Gaïd Salah avait assuré la transition du pouvoir dans le pays. Les précisions de Ange Bijouno-Ménio. En Algérie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'ANP, Armée nationale populaire, est décédé lundi 23 décembre 2019 d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans. La disparition brutale du patron de l'armée algérienne intervient 3 jours à peine après l'investiture du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. Suite au décès du Moudjahid, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, le président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national de 3 jours et de 7 jours pour l'institution de l'ANP. Le général Ahmed Gaïd Salah occupait une place prépondérante sur le devant de la scène politique de l'Algérie. Vice-ministre de la Défense nationale et fidèle à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, il devient par la suite son adversaire, le poussant à la démission pour des raisons de santé le 26 mars 2019. Le général Salah avait également fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Le chef d'état-major de l'armée était un homme considéré comme un nationaliste. Il a toujours défendu le projet de novembre, c'est-à-dire le projet de libération nationale, et prônait également, et cela a été visiblement bien entendu ces 10 derniers mois dans ses discours, Ahmed Gaïd Salah avait déclaré que le prochain président qui sera élu aura à répondre aux demandes de la rue, notamment en matière de réforme politique dans le pays. Suite au décès du général Ahmed Gaïd Salah, le général-major Saïd Tchengria, commandant des forces terrestres, a été nommé chef d'état-major par intérim de l'armée nationale populaire, en remplacement de celui qui aura servi 62 ans durant l'armée algérienne. L'activiste Sabi Sira Korogoné protège ses acquis démocratiques depuis sa mise en liberté le 2 juin 2019, après 8 mois en prison pour motif d'incitation à la haine et rébellion. Ce jeune activiste béninois lance le mouvement populaire de libération. Le congrès du parti politique a été intercepté par les forces de l'ordre, mobilisées pour interdire la tenue de l'événement. Malgré la présence des autorités, le congrès constitutif du MPL s'est tenu au stade municipal de Savé. Reportage de Lefti Onou. Après 8 mois de prison, l'activiste Sabi Sira Korogoné lance son parti politique, Mouvement populaire de libération MPL. Ce mouvement qui puise ses fondements des idéaux de base de l'initiative de Niki, créée le 9 septembre 2018, a été porté sous les fonds baptismaux au stade municipal de Savé, une commune située à plus de 200 km de Cotonou. Ce congrès constitutif du MPL s'est tenu malgré la présence de forces de l'ordre qui ont investi les lieux. Ils ont refusé que le balai sorte, le balai est sorti aujourd'hui. Nous ne ferons pas de saupoudrage. On va monter en puissance et créer les conditions pour une alternance. La crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois a engendré des violences post-électorales et des arrestations arbitraires, notamment des jeunes leaders d'opinion, selon Sabi Sira Korogoné. Quand on dit qu'il y a une mort, c'est les jeunes. Quand on dit qu'il y a arrestation, c'est les jeunes. Moi, j'en ai fait les frais déjà. Mais considérez que j'ai été en prison pour vous tous déjà. Aujourd'hui, nous allons commencer à balayer et le balai a 2 explications. Premièrement, l'unité, parce que quand c'est un brindis, on le casse tout de suite. Deuxièmement, le balai, l'autre vertu du balai, c'est que ça rend propre. Nous avons l'obligation de rendre notre pays propre. À travers de nouvelles formes de lutte démocratique, le parti Mouvement populaire de libération entend œuvrer pour une alternance politique afin de restaurer les acquis démocratiques. Interpellé le 27 septembre 2018, est condamné le 2 octobre 2018 pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion diffusés sur les réseaux sociaux lors de la sortie politique d'un groupe de jeunes de 33 communes du septentrion à Niki. Sabi Sira Korogoné a recouvré sa liberté le 2 juin 2019.
Un taux de chômage qui avoisine les 3,9% en 2018 au Togo. C'est ce qui ressort de l'étude de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Malgré un taux de chômage en baisse, l'ANPE est conscient des difficultés de la vie professionnelle liées à la jeunesse togolaise dans une économie essentiellement informelle. Le point sur la situation de l'emploi au Togo avec Emefa Kofi. Chaque année, le marché togolais enregistre 10 000 nouveaux diplômés avec 4 années de chômage statistiquement garanties selon l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Cette institution, chargée de la mise en œuvre de la politique de l'emploi au Togo, a malgré tout, sur la période 2011-2018, pu placer près de 9 000 jeunes dans des entreprises grâce notamment au programme Aide. Les questions nous donnent que sur 100 personnes, seulement 3,9 n'ont pas eu d'activité. Dans une économie informelle, à 82% du marché et au-delà, il faut ajouter le sous-emploi qui est dans l'ordre de 25-26%. En ce moment, si vous ajoutez les deux, vous êtes à peu près à 30% pour pouvoir mesurer la réalité de ce phénomène. Les 3,9% du taux de chômage au Togo ne reflètent donc pas la réalité. En quête d'un emploi décent ou permanent, des milliers de jeunes sont désormais tentés par l'entrepreneuriat qu'encourage le gouvernement togolais ces dernières années. Ce taux nous conduit pratiquement vers le plein emploi, mais ça ne veut rien dire par rapport à notre réalité. Et malgré tout ce que l'État fait, on se retrouve à une situation où on ne sent pas beaucoup de choses évoluer. Ce qu'il faut maintenant, c'est de voir profondément la structure de notre économie pour qu'il y ait plus de création d'emplois. On encourage bien sûr les PME, mais il faut aller au-delà des PME. Pour mettre en œuvre la politique nationale de l'emploi, l'ANPE dispose d'un budget de 700 millions de francs CFA par an. Elle encourage par ailleurs la formation professionnelle dans des métiers porteurs, notamment les nouvelles technologies ou encore le secteur de la distribution. Promotion de la finance verte pour le développement en Afrique. La finance verte préoccupe au plus haut point les décideurs politiques dans le continent. C'est durant la 5e conférence internationale à ce sujet que s'est tenue à Dakar début décembre que l'importance de la contribution du secteur privé pour la lutte contre les effets du changement climatique a pu être abordée. L'objectif étant de faire de la finance verte le défi du moment pour le continent africain. Un sujet de Ange Bijouno-Ménio. La finance verte a été au cœur d'une conférence internationale à Dakar. Régulateurs, partenaires de développement et banques commerciales se sont donné rendez-vous dans la capitale sénégalaise pour prendre part à la 5e conférence internationale sur la finance verte. Il était surtout question de voir comment le secteur financier pourrait aider à mieux lutter contre les effets du changement climatique. Lorsqu'il y a changement climatique, ça crée un certain nombre de problèmes. C'est des opportunités. Le plus important pour nous, c'est de dire aux entreprises aujourd'hui qui sont, elles, moteurs de la croissance, notamment les PME, que si elles n'intègrent pas les paramètres de changement climatique dans leur modèle d'investissement, dans leur business model, elles ne seront plus là demain. La finance verte est désormais une affaire de tous, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. Alors que les finances publiques continuent d'être nécessaires pour la lutte contre les effets du changement climatique, les ressources demeurent insuffisantes. Voilà pourquoi le secteur privé est encouragé par le groupe African Guarantee Fund à faire la part des choses. Nous voulons voir comment utiliser les ressources du public pour créer un cadre qui permette au secteur privé de facilement venir financer les entreprises. Les résultats servent à améliorer l'accès des PME au financement de façon générale et en particulier l'accès des PME qui vont utiliser la technologie verte. Les besoins en investissement pour un développement inclusif de l'action climatique sont estimés à 1 500 milliards de francs CFA par an. Ces investissements à travers des projets verts devront contribuer aux objectifs du développement durable, à la mise en œuvre de l'accord de Paris et aux contributions déterminées au niveau national.
Diminution des activités industrielles en République démocratique du Congo. Le nombre de ces infrastructures est passé de 9000 en 1960 à moins de 500 en 2019. Une baisse qui alerte le gouvernement qui cherche à faire face à cette diminution des activités du secteur industriel, moteur d'emploi et d'économie dans le pays. Afin de contrer cette performance, les autorités envisagent la promotion des jeunes innovateurs congolais, une solution partielle selon les experts. Les précisions de Nathalie Mo. Le tissu industriel de la République démocratique du Congo ne cesse de s'effiler. De 9000 industries en 1960, le nombre d'infrastructures industrielles est passé à 500 en 2019. En quête de l'émergence, la République démocratique du Congo ne peut se développer sans l'industrialisation. Mais les défis restent grands pour le secteur secondaire congolais. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo s'est désindustrialisée pendant les 60 dernières années d'indépendance. La première des choses, c'est que nous n'avons pas été en mesure de maintenir le secteur minier au plus haut niveau, d'autant plus que malgré la croissance des chiffres en termes de production, l'intégration a été complètement absente. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga a préconisé la promotion de champions nationaux. Ainsi, il a annoncé un concours annuel financé par le Trésor public pour promouvoir les jeunes inventeurs et innovateurs congolais. Seulement, des experts présentent la mise en place d'un plan national d'industrialisation comme une solution plus durable. S'il y a un mot à passer au Premier ministre, c'est qu'avant de commencer un quelconque déploiement de l'activité industrielle, il faut en avoir un plan. Notre plan stratégique d'industrialisation a comme levier la disponibilité du courant électrique. Et de là, nous devrons être en mesure de décider ce que nous faisons de notre bois, ce que nous faisons de notre forêt, ce que nous faisons des matières minérales. Le gouvernement veut placer la République démocratique du Congo dans le registre des grandes puissances technologiques et industrielles à l'horizon 2050. Pour l'heure, le secteur industriel représente juste 2% de l'activité économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.